Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui avec une tête un peu approximative, voilà, et le bruit de la machine à laver dans le fond. Je sais pas si on va entendre, mais en tout cas moi je l'entends bien. Aujourd'hui je vais aborder un sujet dont j'ai parlé dans ma toute première vidéo. C'est l'appareil photo, Samuel? Donc il s'agit des changements quand tu deviens parent. J'avais fait ma première vidéo sur les changements intérieurs, donc dans le cerveau quoi. Mais aujourd'hui je vais te parler de changements extérieurs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Moi-même je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste dû trouver un titre qui englobait tout ce qui n'était pas intérieur. Donc extérieur je trouve que ça collait pas mal, mais oui ça veut pas dire grand chose en fait. Il peut s'agir d'habitude, il peut s'agir d'actions bizarres. C'est un peu mon pantin aujourd'hui. Non, je rigole. Enfin, plein de choses quoi. Donc là, évidemment, le sujet est carrément vaste. Du coup, j'en ai sélectionné 6, encore une fois. Encore 6, toujours 6. Et ce sera ciblé sur le jeune enfant. Alors, premièrement, le rythme des journées. Le rythme de l'homme, donc homme avec un grand H, c'est-à-dire de l'humain, c'est un rythme circadien. J'ai vu dans un documentaire sur Netflix, ça s'appelle Babies, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez Netflix, mais c'est très bien, franchement j'aime beaucoup ce documentaire, il est super intéressant. Et du coup, il y a une nouvelle saison, je crois, ou un nouvel épisode, je sais plus, qui vient de sortir, qui parle du sommeil de l'enfant. Et donc ce rythme circadien, ça représente en fait l'éveil de jour et le repos du cerveau la nuit. Donc généralement, ce rythme-là, il est réglé chez l'adulte, mais il n'est pas en place chez les bébés. D'après ce documentaire, toujours, le nouveau-né, il a à peu près une centaine de cycles du sommeil par 24 heures, c'est énorme. En gros, il montrait que le bébé, il pouvait passer d'un sommeil profond, vraiment très très profond, où il n'y avait quasiment pas d'activité cérébrale, à un éveil total et en très très peu de temps. Donc ça c'est vraiment très très intéressant. Franchement je vous invite à le regarder ce documentaire. Contrairement aux adultes qui ont eux du coup des phases pour tout en fait, des phases de dodo profond, des phases de réveil qui nécessitent que la température du corps réaugmente, enfin il y a plein de choses qui se mettent en place et chez les bébés genre c'est un peu... Donc avant 3 ou 4 mois il n'y a absolument rien à faire pour aider votre bébé à faire des nuits complètes. Donc si tu entends la voisine se vanter parce que son bébé fait des nuits de 8 heures alors qu'elle vient de sortir de la maternité, eh ben sache qu'elle n'y peut rien, voilà. Je sais pas si je t'ai rassurée ou quoi, mais j'ai à nouveau les bras libres, j'ai posé le petit garçon, je peux continuer, voilà. C'est petit à petit, en grandissant et à son propre rythme, parce que chaque enfant est différent, tu vois, que l'enfant va se caler sur le rythme des ou du parent. Nous, on va pas dire qu'ils dorment très bien, mais en tout cas, ils sont plutôt constants. Donc tout ce blabla, parce que je vais en venir quand même à quelque chose, il y a quand même un thème à cette vidéo, on va pas trop s'égarer. Donc tout ça pour en venir au fait que quand t'es jeune parent, ta vie elle est un peu conditionnée par ça. Par ce rythme en gros qui n'est pas le tien mais auquel tu vas devoir t'adapter avant que ton enfant s'adapte au tien. Voilà. Dans le sens où se détendre pendant la sieste des enfants ou alors se coucher tôt va devenir plus important que de sociabiliser, en tout cas au début de la vie de tes enfants. Ensuite, les oublis quand tu sors avec tes enfants. Genre ça c'est une source de stress mais on n'en parle pas assez je trouve. Alors comme je sais que ce qui revient beaucoup dans les vidéos c'est genre les sorties avant d'avoir des enfants, les sorties après d'avoir des enfants, tu sais le truc genre... Quand avant d'avoir tes enfants tu prends que tes clés, alors qu'après avoir eu tes enfants tu prends toute ta maison. Ça c'est un truc un peu qui est beaucoup revenu dans les vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt choisi de parler des oublis, des petits oublis, genre si tu oublies tes clés ou si tu oublies ton téléphone ou si tu oublies tout ça, qui changent avant d'être parent et après. Si tu oublies quelque chose quand t'as pas d'enfant, hop, tu sors de ta voiture, à la limite tu râles un peu et tu vas chercher ton truc, tu reviens, t'es là, bon, maintenant, hop, et t'y vas. Mais quand t'as des enfants, tu peux pas les laisser dans la voiture comme ça. Si tu les as installés dans leur siège auto, là, le casse-tête du truc, quand tu déballes le machin, tu sais pas comment ça se met et tout, voilà, je te mets dans l'ambiance un peu. Voilà, donc tu peux pas les laisser dans le siège auto, dans la voiture, surtout s'il fait chaud. Attention, ça c'est sérieux, par contre ça peut être très grave, il y a des morts et tout. Faut surtout pas laisser un enfant dans la voiture, surtout si la voiture est au soleil. Enfin de toute façon, laisse pas ton enfant dans la voiture, on sait jamais au cas où, voilà. Mais bon, ça on le répète déjà assez, faut jamais le faire, jamais. Bref, donc là tu commences à réfléchir si t'en avais vraiment besoin de cette bouteille d'eau fraîche par 35 degrés, si ton téléphone c'est vraiment si important que ça, ou si tes clés de maison sont indispensables,
T'as pas fermé, c'est pas grave, hein. Y a rien à voler de toute façon. Non, je dis n'importe quoi. En vrai, tu pleures et tu vas quand même chercher les trucs avec tes enfants sous le bras. Et après, faut les remettre dans le siège auto et tout. Oui, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Surtout que j'ai tendance à être très en retard, déjà avant d'avoir mes enfants. Donc après, genre déjà qu'il faut 1 heure pour préparer la sortie éventuelle à la boulangerie. Si tu dois retourner chez toi pour prendre des trucs oubliés, voilà, autant dire que tu appelles l'endroit où tu dois aller, tu dis que ce n'est pas possible, que tu es malade, que tu n'y vas pas du tout. Bien sûr, c'est du second degré, hein, il y a pire dans la vie, mais ça fait partie des petits trucs qui, tu sais, un peu dans le même délire des sorties, genre partir en vacances. Quand je dis vacances, je dis les trajets en général, les longs trajets, les week-ends, ou même si tu vas en Ardèche ou au fin fond du Limousin, je ne sais pas. Donc quand j'avais 18, 19, 20 ans, en gros mes 3 seules années de majorité en n'étant pas maman, je bougeais beaucoup. Donc déjà là, ma famille vit majoritairement à Strasbourg. Donc avant d'avoir mes enfants, je prenais le train plutôt facilement, même en étant enceinte, ça allait. Et franchement, c'est simple, tu prends ton billet à ton nom, toute seule, tu te mets dans le train, tu attends, tu es arrivé, tu y vas, voilà. Quand tu as des enfants, c'est pas ça. J'ai pas essayé de prendre le train avec mes enfants. Je ne veux pas essayer pour le moment. Dites-moi, si vous prenez le train avec vos enfants, comment ça se passe, vos enfants en bas âge, parce qu'après, bon, je sais pas comment c'est gérable, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus gérable quand ils sont plus grands. Mais des enfants en dessous de 2 ans, en gros, comment vous faites? Donc depuis que j'ai mes enfants, on a opté pour la voiture. C'est vraiment beaucoup plus simple et sur place, comme ça nous permet aussi de nous déplacer parce que j'ai pas toute ma famille qui est vraiment logée au même endroit, quoi. Vous voyez, c'est un peu espacé. Du coup, c'est beaucoup plus simple de prendre la voiture pour les bagages, pour tout. Et niveau logement, c'est un peu la galère aussi. Genre, si je veux voir ma mère, je dois m'y prendre vraiment à l'avance. Parce qu'il faut réserver un logement qui soit capable d'accueillir 2 bébés, qu'on puisse accéder facilement au transport sur place, etc. Il y a plein de détails qu'il faut voir, auxquels on pense pas en fait quand on n'a pas d'enfant. Tu te dis, ah, il y a un lit, il y a une douche, c'est bon à la limite. Mais là, genre, il y a tout à penser. Donc selon la période, etc., soit on va loger chez la famille, s'il y a de la place à ce moment-là, soit on se prend une chambre d'hôtel, mais toujours dans les clous de notre budget, quoi. Soit on se prend un Airbnb. Le plus agréable pour l'instant, c'est le Airbnb. Après, j'ai eu quelques mauvaises expériences en Airbnb. Donc je suis un peu réticente de temps en temps. En tout cas, cet été, en juillet, on repart pour l'Alsace pendant genre 4 jours, week-end prolongé, parce qu'on n'a pas vraiment de vacances cette année à cause du Covid et tout. Bon, c'est normal, hein, c'est quand même un luxe de pouvoir partir, donc on va pas se plaindre. Tout ça pour dire que c'est une organisation genre tellement différente que quand t'es seule ou même quand t'es en couple en fait. Quand t'as des enfants à amener avec toi, faut penser à 1000 choses en plus. C'est une organisation qui se fait à l'avance, ou alors t'as l'habitude, t'as un truc, une liste préconstruite et tu te débrouilles avec ça et ça va plus vite. Mais nous, on n'a pas encore trop l'habitude. Lila, elle est encore toute petite. Donc on va prendre la main petit à petit et voilà. Autre chose que j'ai vu changer, c'est le comportement de mes proches avec moi. J'ai remarqué que certains proches ou certaines connaissances me considéraient différemment. Pas tous du tout même, mais certains, genre ça a été flagrant le changement. Non pas qu'ils avaient pas de respect pour moi ou quoi, mais genre j'ai gagné, on va dire, dans leur estime, ce qui est pas forcément quelque chose de positif. Je sais pas si c'est non plus mérité ou quoi. Mais en devenant maman, on dirait que aux yeux de certains en tout cas, j'ai gagné un échelon. Et par rapport à ça, je voulais dire que c'est pas parce que t'es pas maman que tu n'es pas une femme accomplie, hein. Et c'est pas parce que t'es maman que t'es une femme accomplie. Voilà, ça n'a aucun impact sur la personne que tu es. Ça a bien sûr un impact sur ta vie, ça va avoir un impact sur ta façon de raisonner sûrement, parce que quand t'as un enfant c'est un énorme changement, mais ça n'a pas à avoir d'impact sur ta place dans la hiérarchie de la vie, quoi, en gros. Et t'as pas besoin d'avoir des enfants un jour même pour exister, voilà. Je tenais à le préciser parce que quand je dis ça, on dirait que les mamans plus de mérite que celles qui décident de ne pas l'être. Pas du tout, c'est juste une impression du regard de certaines personnes envers moi que j'ai eu en fait. C'est pas forcément une réalité. Par exemple, une fois, on m'a dit que je dégageais quelque chose, depuis que j'étais maman, je dégageais quelque chose de plus rassurant et de plus maternel. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment très touchant et c'était trop mignon dit comme ça.
Et voilà, je préfère à la limite ça que changer totalement par rapport au regard des gens. Sinon, toujours par rapport au regard, alors là ça va être un peu plus moins cool. En gros, cette fois, je sais pas si c'est parce que je dégage quelque chose ou pas, mais tu vois le gars lourd dans la rue te siffle, le gars qui te fait une remarque, le regard appuyé qui te saoule clairement. Et bah depuis que j'ai un enfant, en fait, mon enfant, enfin mes enfants maintenant, sont comme un champ de force contre ça. Je sais pas comment dire ça autrement, mais je me sens, comment dire, un peu plus protégée par rapport à ça. Par exemple, quand je sors sans mes enfants, les regards, je les sens, c'est oppressant, c'est gênant, c'est très dérangeant et c'est absolument pas normal. Et ça fait du bien de se dire, je peux sortir et on va pas m'embêter. Enfin, on va pas m'embêter pour ça, quoi. On va plutôt m'embêter du style « Oh, est-ce que vous êtes jeune, on dirait que vous avez 16 ans » ou des remarques comme ça, mais plutôt faites par des dames âgées principalement, mais plus par des jeunes hommes ou des vieil homme ou des hommes qui vont te siffler pour te faire encore une fois une remarque que t'as pas du tout envie d'entendre. Dites-moi si vous aussi ça vous a fait une espèce de bouclier contre ça. En tout cas, j'ai dû créer bien mes enfants sur le fait que ce genre de comportement n'est absolument pas acceptable et c'est très grave. Voilà, on va passer à quelque chose d'un peu plus gai quand même. On va parler de shopping. Alors sérieusement, moi j'ai jamais trop aimé faire du shopping. Que si vraiment à la limite j'avais une idée précise en tête, que j'étais sûre que c'était pas un jour de pointe, qu'il y avait personne, que je pouvais essayer à la limite peut-être en 5 minutes, être sûre que j'avais pas mes enfants avec moi, donc en gros ça n'arrive jamais, ou alors une raison tout simplement pour pouvoir voir mes potes. J'adore avoir de beaux habits et tout, bon là ça se voit pas. Mais j'aime beaucoup ça, mais je préfère faire à la limite du shopping en ligne, sur Shein, sur Vinted, tous les trucs en ligne en fait. Mais par contre, depuis que j'ai mes enfants, j'arrive à prendre du plaisir à le faire. C'est-à-dire que je vais dans les magasins et je vais toujours en premier côté enfant. J'aime trop, il y a genre des magasins comme Zara Baby, comme H&M, comme Kiabi qui font des trucs vraiment trop mignons et super abordables. Et à chaque fois j'ai envie de tout acheter, mais tu te fais trop avoir parce que ton gosse, tu veux lui acheter un truc trop mignon, tu l'as trop imaginé dedans et tout, il va le mettre une fois. Non, en vrai, j'ai une astuce que je pense que tout le monde connaît déjà pour que ton enfant y mette des vêtements un peu plus longtemps, enfin surtout s'il est petit, qui grandit plutôt vite, c'est de prendre toujours une taille au-dessus. Ça marche pas pour les tout petits bébés parce que là, ils grandissent très vite et les tailles, il faut que ce soit quand même adapté parce que ça peut être dangereux ou voilà. Mais pour, on va dire les grands bébés, donc ce que j'appelle grand bébé, c'est de 1 an à 2 ans et demi, 3 ans, ou les presque plus bébés, donc au-dessus, mais voilà, comme j'ai dit, je n'ai pas expérimenté l'âge au-dessus, donc je pense que c'est à peu près pareil, mais je sais pas. Le vêtement, du coup, il peut te durer 2 ans. Enfin, moi, en fait, il y a quelques vêtements, ça a marché comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris l'année dernière, quand il avait 1 an, un peu du truc oversize et tout, ça lui va, tu fais des petits ourlets, c'est quand même pas dégueu et tu lui mets et ça va très bien. Et cette année du coup il remet ses affaires, du coup ses affaires d'été, je dis beaucoup du coup, et ça lui va nickel. Donc le vêtement lui a fait 2 ans et 2 ans où il l'a bien usé. Et au pire, il y a sa sœur qui va probablement réutiliser une très bonne partie des habits de Samuel, enfin selon la saison, tout ça. Et elle emporte d'ailleurs déjà aujourd'hui des anciens vêtements de Samuel quand il était tout petit. Ça va nickel, ça évite de racheter 3000 trucs. Voilà, c'est pas parce que on a eu un garçon puis une fille qu'il faut tout racheter, pas du tout. On rachète que certains trucs qui nous plaisent pour elle sur le moment, les coups de cœur, tout ça, ou des vêtements qu'on n'avait pas quand Samuel il était petit. Mais voilà, on réutilise beaucoup. Voilà, donc je me suis largement égarée en parlant de fringues, mais vraiment je suis partie loin. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as pu te retrouver dans certains trucs que j'ai dit ou alors que j'ai pu te divertir quelques minutes, hein, dis-moi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me faire un petit coucou en commentaire. Et sur ce, salut!